Donc, on continue notre programme, cette fois-ci avec une thématique donc très intéressante, très pertinente, pour laquelle donc le technicien de laboratoire il trouve donc des difficultés. C'est donc les techniques de gestion d'une paillasse donc d'hémostase. Alors donc cette session il sera animée par notre cher professeur Houari Mouna, professeur en hématologie biologique à la faculté de médecine et de pharmacie CHU Mohamed VI de Tanger, et mon cher professeur Azl Arab Msler, c'est un professeur de l'enseignement supérieur, chef de service du laboratoire central d'hématologie du CHU Ibn Sina Rabat. Donc nous allons commencer par donc la première présentation intitulée Gestion et traitement des prélèvements pour hémostase spéciale au laboratoire. Elle sera présentée par professeur Houari Mouna et donc elle sera en distance, en ligne. Bonjour. C'est bon. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'Association nationale des techniciens de laboratoire de Maroc de m'avoir invité de siéger parmi vous. Donc, merci infiniment. Merci pour l'organisation, merci pour les efforts et merci aussi de prendre en considération donc, nos empêchements pour animer cette séance à distance. Donc, et tout d'abord, je tiens à le remercier de m'avoir laissé l'opportunité de siéger parmi mes maîtres et professeurs qui nous ont formés et qui ont formé des générations et des générations de techniciens de biologie médicale et de biologistes médicales. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter une thématique à propos de la gestion et le traitement des prélèvements pour hémostase spéciale au laboratoire, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et parce que c'est une situation qui est très délicate, qui impacte non seulement le résultat, mais qui impacte aussi la qualité de service que nous offrons. Et aussi parce que le technicien de laboratoire est en grande partie concerné, parce que la grande partie de la gestion de prélèvements en hémostase spéciale, c'est manipulateur dépendant et ça dépend de technicien. Donc, pour introduire, comme vous le savez, un prélèvement soit en hémostase ou en hémostase spéciale au niveau de laboratoire, il a un impact particulier parce qu'il va permettre le diagnostic de différents troubles de coagulation, soit en réalisant des tests de courantes, de routine, par exemple le temps de prothrombine, le temps de clic, ou bien le temps de céphaline activateur, TCA, fibrinogène, etc. Ou bien en allant jusqu'au plus loin dans le dosage de certains paramètres qui sont complexes, comme dosage de facteurs, les inhibiteurs de coagulation, ou même l'utilisation de l'agrégomètre pour identifier certaines anomalies complexes qui intervient dans la coagulation sanguine et dans la pathologie, dans les coagulopathies et aussi dans le suivi de traitement. Donc, lorsque je parle d'hémostase et d'hémostase spéciale, il y a une citation ou bien un proverbe qui me vient à la tête. C'est le proverbe dans lequel on dit que le diable se trouve dans les détails. Pourquoi, lorsque je pense au prélèvement en hémostase, je pense à cette citation? Parce que, effectivement, les prélèvements d'hémostase, ils sont très délicats. Donc, on peut être un petit peu rugue avec d'autres prélèvements, mais pas avec le prélèvement en hémostase et plus spécifiquement en hémostase spéciale. Donc, délicat parce qu'il nécessite une énorme précision et aussi des précautions. Et ils sont influencés par plusieurs paramètres. Donc, premier critère qui va influencer la qualité de notre prélèvement, il y a bien sûr le choix du tube avec l'anticoagulant approprié. Il y a aussi le respect des recommandations pour le bon remplissage. Faut pas oublier aussi les techniques de prélèvement qui jouent un rôle très important et qu'on va détailler par la suite dans la présentation. Il y a aussi le transport au laboratoire et la conservation. Et finalement, il y a la manipulation ou le traitement de prélèvement, une mauvaise manipulation par mauvaise centrifugation, agitation ou un traitement inadéquat. Il peut totalement fausser nos résultats.
Donc, la qualité et la fiabilité des résultats, ils dépendent non seulement du prélèvement en lui-même, mais dépend de trois membres de ce maillon. Donc, le premier membre qui fait partie de la phase préanalytique, ce sont les préleveurs, les personnes qui l'acheminent. Il y a aussi les techniciens de laboratoire qui jouent un rôle crucial. Et il y a finalement le biologiste médical qui va donc aider à la validation des résultats. Donc, dans la plupart des cours que j'effectue au niveau de la faculté ou bien des formations en hémostase qu'on a réalisées au niveau de CHU Tanger, donc j'assiste à dire que l'ensemble de personnel de soins, soit au niveau de l'unité de prélèvement, aux techniciens de laboratoire, aux résidents et aux biologistes médicaux, on représente une maille. Comme vous voyez, c'est comme une maille tissée, l'un se soude sur l'autre. Et si un bout de ficelle se détache, donc l'ensemble, elle est pas fonctionnel. Donc, d'où l'intérêt d'une meilleure formation de nos techniciens et de nos biologistes médicaux, ainsi que des membres actifs dans l'unité de prélèvement. Donc, et je tiens aussi à remercier professeur Khalqi, qui s'acharne donc dans la formation de la phase préanalytique au niveau de CHU de Tanger. Donc, il fait plus que de son mieux. Donc, comment savent-on qu'on est en train de travailler dans les règles de l'art? Donc, en se basant bien sûr sur certaines références. Nos références au Maroc, il y a le GBEA marocain, c'est la Bible du technicien et la Bible du biologiste. Donc, la GBEA marocain, bien qu'il nous offre des lignes directrices sur la manipulation et l'analyse de l'ensemble de types de prélèvements, mais ça reste des directives générales qui sont pas spécifiques et qui ne vont pas nous offrir donc une valeur qui est précise. C'est pourquoi on complémente toujours notre GBEA avec les recommandations des sociétés savantes, donc qui se basent sur des directives qui sont précises et qui visent à garantir des résultats précis, fiables pour un diagnostic et une gestion de patients efficace. Donc, pour le traitement de prélèvement en hémostase et en hémostase spéciale, il y a plusieurs sociétés savantes sur lesquelles on peut se baser. Il y a des sociétés savantes francophones, dans lesquelles, par exemple, au Maroc, en grande partie, donc, on suit donc ces recommandations. Et il y a les sociétés savantes anglo-saxonnes. On va voir donc la différence entre les deux. Donc, pour les sociétés savantes francophones, on reconnu les trois sociétés qui publient régulièrement. Il y a donc la Société française d'hématologie, donc qui va publier sur l'ensemble d'examens en hématologie, mais surtout sur les bonnes pratiques de prélèvement. Il y a le groupe d'études d'hémostase et thrombose, relié bien sûr à la Société française d'hématologie, qui va être plus technique dans le traitement des recommandations. Et il va nous parler sur les aspects techniques des prélèvements en guise d'hémostase et de thrombose, y compris les aspects de transport et de conservation. Il y a aussi la Société française d'anesthésie et réanimation. Et bien qu'il n'est pas une société médicale, mais il va nous offrir des recommandations qui vont permettre donc une interprétation et aussi maintenir un lien entre la clinique et la biologie dans nos résultats. Donc, pour les sociétés savantes anglo-saxonnes, il y a donc l'ISTH, relié à International Society of Thrombosis and Hemostasis, donc la Société internationale de thrombose et d'hémostase, donc qui va donc donner des lignes qui sont très précises en termes de prélèvement et d'analyse en hémostase. Il y a le BSH, la Société britannique en hématologie, qui va nous offrir des recommandations sur les bonnes pratiques et le traitement de prélèvement. Et il y a aussi le CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institute, bien que c'est un institut, c'est pas une société au niveau des États-Unis, mais c'est une source de nombres qui sont très largement suivis. Et il se fixe des recommandations sur le prélèvement, la manipulation, le stockage des échantillons au niveau des hémostase. Donc, avant de parler sur le traitement de nos prélèvements, il est important de comprendre la gestion de prélèvement en hémostase. Comment gérer notre prélèvement depuis la réception de patients,
donc jusqu'à la réception de son prélèvement au niveau des laboratoires. Donc, l'importance de la gestion de prélèvement en hémostase concerne en grande partie la phase préanalytique. Regardez ici, j'ai mis un schéma qui va nous offrir donc le schéma de prélèvement depuis le prescripteur donc jusqu'au laboratoire. Donc, ici, on a la partie de la phase préanalytique. La partie de la phase préanalytique nécessite une gestion qui est très rigoureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la source du plus grand nombre des erreurs au laboratoire. Si on revient aux statistiques, la prévalence des erreurs au laboratoire dans la phase préanalytique, c'est de 68,2% par rapport à la phase post-analytique et la phase analytique. Et bien sûr, donc, ce qui nous impose donc à faire une meilleure gestion de cette phase. Donc, et bien sûr, si on veut donc appliquer la gestion de cette phase, qui est la phase préanalytique, et on veut l'améliorer, on va se baser sur, comme j'ai dit, sur des recommandations qui sont spécifiques. Donc, parmi les recommandations qui sont les très reconnues mondialement, il y a les recommandations hybrides la Fédération européenne de la chimie clinique et la Confédération latino-américaine de biochimie clinique qui ont classé la phase préanalytique donc en trois grandes parties. Une phase qui précède le prélèvement, une phase durant le prélèvement et une phase post-prélèvement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ma présentation? J'ai pris ces recommandations, j'ai traité le général et le spécifique. J'ai donc amélioré avec les recommandations des autres sociétés savantes en hématologie pour apporter plus de précision sur ce qu'on doit savoir lors de traitement d'un prélèvement en hémostase et plus spécifiquement en hémostase spéciale. Donc, si on veut commencer, on commence donc avec le début qui est la phase qui précède le prélèvement. Donc, avant le prélèvement, donc les recommandations sont classées donc selon le norme de classification ABC, avec A des recommandations qui sont urgentes et qui ont donc qui ont des preuves tangibles, B des recommandations moyennes et C des recommandations qui peuvent être appliquées. Donc, premièrement, on a donc la communication avec le patient. Elle est nécessaire, par exemple, lorsqu'on reçoit notre patient, au niveau des laboratoires de biologie médicale, donc en ambulatoire, soit au niveau d'un service, de le calmer, sa mise en confiance du patient, laisser le patient vous faire confiance. Bien sûr, c'est pas évident lorsque le patient est un enfant, lorsque il est difficile à piquer, mais il faut essayer le maximum de calmer le patient et éviter le stress parce que le stress va aboutir à l'élévation de certains facteurs de coagulation, tels que le facteur 8 par exemple. Il peut même stimuler la fibrinolyse ou il peut aboutir à l'activation de plaquettes. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande donc un positionnement idéal pour le patient. Bien sûr, le patient ne doit pas changer de position tous les 15 minutes. Il doit être assis, calme. Et s'il y a un changement de posture, bien sûr, si la posture, elle est une posture qui est brusque, qui va changer donc les conditions hémodynamiques du patient et par conséquent, lorsqu'on a un changement donc hémodynamique, on a un changement aussi au niveau de processus d'hémostase et d'autres processus chimiques au niveau de sang. Donc, ça va donc nous fausser légèrement donc les résultats de l'analyse. L'identification de patients se cadre dans le 1C et elle est nécessaire et elle est cruciale. Il doit être impérativement comparé à celle de l'ordonnance et ou au banc de demande. Lorsqu'on est en train de former nos infirmiers dans l'unité de prélèvement, on essaye de faire donc une séance de simulation. On simule qu'on est le patient et lui, il doit nous parler pour nous calmer. Et ensuite, il doit vérifier notre identité par rapport au bon de prescription. Donc, cette communication va nous permettre d'éviter des grandes erreurs d'identitovigilance et maintenir une meilleure identitovigilance. Donc, toujours dans la phase qui précède le prélèvement, on doit vérifier la statut et la préparation de patient, recommandée en MB, ça veut dire qu'elle est très importante. Donc, il faut bien sûr éviter les activités physiques dans les dernières 24 heures avec la consommation de tabac, de l'alcool. La prise de certains médicaments doit être reportée à moins qu'il ne soit vital pour le patient. Et bien sûr, pour l'état de jeûne,
au niveau des prélèvements nécessaires pour l'hémostase et l'hémostase spéciale, on favorise qu'il y ait un jeûne, mais s'il n'y a pas de jeûne, c'est pas grave, c'est autorisé, mais à condition que le petit déjeuner soit sans matière grasse, parce que comme vous savez, lorsqu'on prend un petit déjeuner qui est lourd, avec de l'huile d'olive, etc., on centrifuge le sang, on trouve des chylomicrons qui vont donc un petit peu perturber la lecture du temps de coagulation au niveau de l'automate. Donc, bien sûr, en deuxième partie vient, donc en troisième partie, vient la préparation de matériel nécessaire pour le prélèvement sanguin. Et cette partie-là, c'est une partie qui est très importante. Bien sûr, le choix de tube, il doit être délicat. En hémostase et en hémostase spéciale, on va choisir un tube à verre siliconé pour minimiser l'activation des facteurs contact. Un tube à dépression, par exemple le tube de marque Vacutainer. On va respecter les dates de péremption pour la qualité de l'anticoagulant et pour maintenir le vide initial, bien sûr, parce que vous allez remarquer que quand vous essayez de faire un prélèvement avec un tube qui est périmé, on a souvent donc l'absence de vide, donc le sang, le sang, il ne va pas s'aspirer systématiquement. Donc, et comme ça, on peut légèrement fausser le volume qui est de remplissage nécessaire. Donc, par la suite vient le choix de l'anticoagulant. Le choix de l'anticoagulant qui est recommandé mondialement, c'est le citrate de sodium, un agent qui va complexer temporairement le calcium et va bloquer donc les réactions enzymatiques. Donc, et la concentration, elle varie selon les recommandations. Par exemple, l'OMS, il va nous recommander une concentration de 3,2%, soit de 0,109 mol. La France, elle recommande 3,8%. Par contre, les ISTH, les CLSI, qui sont des sociétés anglo-saxonnes, ils recommandent un anticoagulant d'hémostase citrate de sodium aussi, mais généralement une concentration de 3,2 qui donc s'aligne avec les recommandations de l'OMS. Parfois, on a recours donc à des prélèvements avec des tubes qui sont citratés, qui sont améliorés. Lorsqu'on est devant donc des indications spécialisées, on peut donc prescrire un citrate et inhibiteur plaquettaire, tel que le tube de CTAD, citrate théophylline adénosine dextrose, soit pour le suivi de traitement par héparine ou pour marquer l'activation plaquettaire. On peut aussi choisir les citrates et les inhibiteurs de la fibrinolyse, tels que la protinine, mais il nécessite une préparation extemporanée. Donc, toujours dans le choix de matériel. Donc, toujours dans le choix de matériel, donc l'aiguille et le calibre de l'aiguille va jouer un rôle très important. Les ISTH recommandent une aiguille avec un calibre de 21 mm pour une ponction veineuse pour minimiser les contraintes de cisaillement sur les cellules sanguines, parce qu'on si on a un cisaillement, on va augmenter le risque donc d'activation de la coagulation, et aussi on va réduire le risque donc de l'hémolyse et l'activation plaquettaire. Donc, on préconise de ne pas prélever sur des seringues, pas d'écoulement direct. Un prélèvement sur cathéter doit être évité. On va voir ceci de façon qui est détaillée. La quatrième étape vient, c'est l'étiquetage et l'identification du tube. Une fois on a fini donc de choisir, donc on va identifier les tubes avant même de réaliser le prélèvement, donc pour éviter toujours donc les erreurs de l'identito-vigilance. Donc maintenant qu'on a fini avec la phase qui précède le prélèvement, c'est toute une préparation, c'est tout donc un processus. C'est comme si vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes quelque chose qui est vraiment précieux, donc pour arriver à un résultat. Donc on passe à la phase de prélèvement sanguin. Pour la phase de prélèvement sanguin, bien sûr, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande le port des gants, bien sûr, pour la sécurité du personnel et pour la sécurité générale. La mise en place d'un garrot qui est une recommandation 1A qui est essentielle et qui a été mise parce qu'il y a des preuves tangibles sur donc sa validité. Donc, les récits de recommandation en 2019 dans l'ensemble des prélèvements, non seulement pour le prélèvement d'hémostase et d'hémostase spéciale, mais tous les autres prélèvements du sang, on peut effectuer un prélèvement avec son garrot, en particulier avec les patients qui ont des veines qui sont proéminentes. Ceci, il va réduire de façon significative donc les inconvénients préanalytiques qu'on observe avec l'utilisation du garrot.
Et dans le cas où on est dans l'obligation d'utiliser un garrot, lorsque le patient il est difficile à piquer, le préleveur il doit s'assurer que la durée totale de pose de garrot ne doit pas dépasser 1 minute. Bien sûr, la sélection de site de ponction doit, comme j'ai dit, éviter un bras opposé à une perfusion pour éviter les traces d'héparine, bien sûr, et éviter un bras qui est opposé à une fistule artério-veineuse chez les patients hémodialysés. Donc, on va par la suite sélectionner le site de ponction. Donc, on recommande vivement d'utiliser donc une ponction veineuse propre pour minimiser la libération de facteurs tissulaires. Et je rappelle que toute libération de facteurs tissulaires, il va activer donc la voie intrinsèque de la coagulation, ce qui va aboutir donc à un prélèvement coagulé vers la fin. Donc, toujours dans la sélection de site de ponction, on favorise de ponctionner la veine avec le biseau vers le haut, car cela va minimiser la douleur et réduire le risque de perforation de la paroi en arrière de veine. Et bien sûr, suivre l'ordre recommandé des prélèvements. Cet ordre qui doit être, comme j'ai dit, la Bible, aussi c'est la Bible du technicien de laboratoire et aussi de l'infirmier qui réalise le prélèvement. Ces recommandations se basent donc sur les recommandations de la Fédération européenne de laboratoire de la chimie clinique. Donc, il recommande toujours de commencer avec des tubes d'hémoculture aérobique, par la suite un tube citraté, par la suite tube sec avec gel séparateur et par la suite sans gel séparateur. Les tubes avec les autres donc anticoagulants tels que les héparines et le DTA, il va venir presque vers la fin. Et il faut faire très attention à ne pas commencer avec un tube EDTA avant un tube citraté. On risque de faire une grave erreur de contamination du tube citraté avec les résidus de l'EDTA, ce qui va nous complexer nos calcium de façon irréversible et ce qui va nous causer donc des fausses taux de coagulation qui sont élargis. On aura donc presque un plasma incoagulable. Donc, toujours dans les recommandations de prélèvement, lorsqu'on est en train de ponctionner et de faire le prélèvement, on doit respecter de façon impérative le rapport anticoagulant, volume de sang, un volume d'anticoagulant pour 9 volumes de sang, regardez. Et bon, pour chaque tube commercialisé, donc le fournisseur, il va nous offrir donc un trait pour nous indiquer le trait minimum de remplissage. Donc, au niveau duquel on va respecter donc ce rapport. Vous allez voir par la suite que l'ensemble des sociétés à l'échelle mondiale, soit à l'échelle européenne ou à l'échelle américaine, ils recommandent vivement de veiller sur le respect de ce volume. Donc, comme vous voyez ici, regardez, ça c'est un tube. Donc, tous les tubes, ils disposent de ce trait noir. Regardez, le petit trait noir au centre. Il va guider le préleveur dans le bon remplissage du tube. Donc, le niveau, il va permettre un bon remplissage selon le volume nominal. Par conséquent, un tube donné pour un prélèvement de 4 millilitres, il ne va disposer que une capacité de 4 ml de vide pour son remplissage. Donc, le vide qui se trouve à l'intérieur du tube, il a bel et bien un rôle nécessaire donc dans le maintien d'un bon remplissage. Donc, regardez, on a plusieurs volumes de tubes de prélèvement. On a le DML, le 3,5 et le 4. Ça dépend donc bien sûr de qui on veut prélever. Est-ce qu'on va prélever quelqu'un en pédiatrie ou bien un adulte? Donc, lors de prélèvement, il faut éviter d'utiliser les ayettes parce que il y a un volume mort et ce volume mort, il peut revenir vers le tube et bien sûr, il peut fausser la ratio sans anticoagulant qui est grave. Regardez, entre autres, entre le trait noir qui se trouve ici, on a donc des petites intervalles en rouge. Ce sont des intervalles qui sont permis de 10% de moins ou 10% de plus lorsqu'on reçoit un prélèvement, donc qui peuvent donc ne pas avoir un effet significatif sur donc les résultats si donc on dépasse ou on ne remplit pas assez, mais bien sûr, vraiment, il faut être très, très délicat dans l'observation pour décider ces 10%. Donc, il est toujours favorisé de respecter le trait noir.
Donc, je vous ai mis une petite image au niveau de notre laboratoire. Donc, on essaye de sensibiliser au maximum le remplissage. Donc, ce sont des posters qu'on a réalisés avec nos résidents. Je tiens à les remercier et qu'on a distribués au niveau des différents services pour qu'ils comprennent parce qu'au début, on avait toujours ce problème de remplissage. Donc toujours ici j'ai pris donc l'exemple d'une marque qui est très utilisée au Maroc dans les tubes, qui est le BD Vacutainer. Et bien sûr les recommandations de l'utilisation du tube, il va dépendre donc fournisseur. Par exemple, ce fournisseur il a ses recommandations, il a des recommandations générales. Un autre fournisseur il va avoir des recommandations qui sont bien évidemment générales et spécifiques. Parmi les recommandations générales, il y a donc cette recommandation, comme j'ai mentionné dans une diapo précédente, il faut pas remplir les tubes à partir d'un autre tube, ni combiner le contenu de deux tubes citratés partiellement remplis. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Donc, et bien sûr, si l'échantillon prélevé à l'aide d'un seringue, il ne faut pas remplir le tube citraté au-delà de la ligne de remplissage. Et si on veut remplir avec le seringue, on doit laisser le vide à l'intérieur du tube, aspirer le volume nécessaire, donc jusqu'au trait de remplissage. Et parmi les recommandations spécifiques ici, on a donc immédiatement après le prélèvement, on va inverser doucement, on va agiter doucement le tube 3 à 4 fois, mais sans le secouer. Bien sûr, si on change de fournisseur, vous allez trouver que le nombre de fois dans lesquelles on agite ou on inverse le tube, il va varier. Donc, toujours avec le rapport son anticoagulant. Donc, le rapport son anticoagulant, donc, il joue un rôle très important. Regardez ici, c'est l'exemple de certains tubes dans lesquels ici, les A et les B, on arrive à respecter le trait. Dans d'autres, le trait n'est pas atteint. Dans d'autres, ça dépasse le trait. Donc, lorsqu'on a donc un défaut de remplissage, qu'est-ce qu'on a? Soit on a un excès de citrate, ça veut dire un excès d'anticoagulant par rapport au sang. Et dans cette situation, on n'a pas, on a un allongement artificiel de temps de coagulation, soit on a un excès de sang par rapport à l'anticoagulant et ce qui va aboutir donc à une activation de plaquettes et la coagulation de tubes sanguins. Donc, toujours avec le retournement, donc ça entre dans les recommandations. Donc, il faut agiter doucement et il vaut mieux utiliser un agitateur automatisé. Agiter doucement, regardez à un angle de 180 degrés selon l'image que je montre. Et aussi, utilisation d'un agitateur automatisé, ça va être mieux parce que ça va réduire un petit peu les tâches manuelles. Donc, une image des agitateurs qu'on utilise au niveau d'une unité de prélèvement, au niveau de laboratoire, pour maintenir que nos tubes soient bien homogènes, sans agitation qui va stimuler, donc qui va activer la coagulation. Bien sûr, il faut éviter donc les mouvements violents parce que ça va hémolyser le prélèvement, activer les plaquettes. Donc, finalement, il y a la gestion de la phase post-prélèvement. Une fois réalisé le prélèvement sanguin, il y a la gestion de la phase post-prélèvement. Et au niveau de cette partie-là, je vais suivre les recommandations des autres sociétés savantes parce que la Fédération européenne de chimie clinique avec la Confédération latino-américaine de biochimie clinique, ils n'ont pas de recommandations spécifiques dans le traitement de prélèvement, traitement de prélèvement après sa réalisation. C'est surtout comment donc calmer le patient, comment traiter le patient, et aussi parce que les autres sociétés savantes en hématologie, ils ont développé de façon très détaillée et très spécifique donc cet aspect. Donc, le traitement de prélèvement, il va dépendre de plusieurs facteurs. On a donc, par exemple, les recommandations de le Clinical and Laboratory Standards Institute, qui va donc se concentrer sur le transport et la conservation et qui va les considérer comme source d'erreur principale dans nos analyses en hémostase. Donc, il a déterminé que parmi les sources d'erreurs les plus courantes dans les tests hémostase, il y a des délais de traitement retardés, il y a un mélange d'échantillons qui est incorrect et il y a aussi donc un remplissage qui est incorrect de rapports anticoagulants qui peuvent donc altérer les résultats.
Donc, l'acheminement de laboratoire, on va donc recommander un orthodatage de prélèvement, bien sûr, prélèvement réalisé à l'heure suivante, à la date suivante, un acheminement avec une position verticale pour éviter les chocs, bien sûr, une température de transport ambiante entre 20 plus ou moins 2 degrés Celsius, parce que toute diminution de la température va activer les plaquettes ou toute augmentation, il va donc altérer les facteurs de coagulation qui sont un petit peu thermodynamiques. Donc, le délai d'acheminement, le délai général pour le prélèvement d'hémostase, parce qu'on va voir pour l'hémostase spéciale, c'est autre chose, c'est bilan dépendant. Le délai général, c'est recommandé inférieur à 2 heures pour les tests d'hémostase, bien sûr. Acceptable à 4 heures si il est centrifugé et bien sûr, si il dépasse 4 heures, il est non conforme. Donc, une fois il est acheminé, la réception au laboratoire donc, commence par l'enregistrement, la vérification d'étiquetage pour déceler toute concordance de la toute discordance de la prescription ou toute non-conformité. Si le tube est coagulé ou s'il n'y a pas un respect de sang, parce qu'on ne va pas le traiter, il doit être non conforme, on doit informer les services pour envoyer un nouveau prélèvement. Et puis par la suite, il y a la centrifugation qui doit répondre à des normes et des exigences spécifiques. Donc, la centrifugation, elle est nécessaire et cruciale pour les prélèvements d'hémostase d'être centrifugée sur une centrifugeuse thermostatée. Bien, avec le respect de température à une température presque ambiante, 15 à 20 degrés Celsius, parce que comme on a vu précédemment lors de l'acheminement, toute modification de température ou bien il va aboutir donc à l'activation de la coagulation, ou bien il va aboutir à la dégradation de facteurs de coagulation. Donc, et bien sûr, donc la centrifugation, elle dépend de ce qu'on veut. Si on veut un plasma pauvre en plaquettes, donc on va réaliser une centrifugation qui est la plus recommandée deux fois à 2000 G ou 2500 G pendant 15 minutes. Donc, un plasma pauvre en plaquettes acceptable 2000 G pendant 15 minutes, simple. Donc, un plasma pauvre en plaquettes non conformes, c'est tout plasma qui est centrifugé à une centrifugation qui est inférieure à 1000 G avec un temps qui est inférieur à 10 minutes. Donc, bien sûr, on passe par la suite au chargement à l'automate s'il n'y a pas d'hémolyse, parce que l'hémolyse est une non-conformité qui doit pas être déroguée dans ces situations, surtout si notre automate, il va détecter, donc, il va fournir donc une interférence avec l'hémolyse, il va nous fausser un petit peu les résultats. Donc, et aussi, si l'hémolyse, elle n'est pas très prononcée ou si on a un plasma bactérique, il faut pas omettre de noter donc l'aspect ou de le mettre au niveau de compte rendu. Donc, la conservation des échantillons pour les tests différés, par exemple pour le dosage des facteurs ou autres tests, on va précéder donc dès la réception de prélèvement à une congélation rapide par décantation sur des tubes remplis à TIM minimum. Au niveau des laboratoires d'hématologie de centre hospitalier universitaire Mohamed VI à Tanger, on suit un système de sérothèque pour une meilleure identification. Donc, on utilise donc des boîtes de sérothèque. On alicote chaque patient et chaque patient, elle est donc assigné à un numéro et comme ça, lorsqu'on veut traiter donc le prélèvement, on n'a que suivre donc son map ou bien sa carte. Donc, la conservation, on conserve recommandé à un réfrigérateur moins 80, acceptable à moins 20, mais à une durée qui ne dépasse pas 30 jours. La décongélation, elle est très recommandée de faire une décongélation à un bain-marie dans des conditions physiologiques à 37 degrés Celsius pendant 5 minutes, bien sûr, avec une agitation par retournement ou par vortex. Et bien sûr, il ne faut pas vortexer de façon qui est violente. Toujours, il faut être délicat dans le traitement de ces analyses. Donc, maintenant qu'on a vu donc les moyens ou bien les axes principaux dans la gestion de prélèvement, le prélèvement est arrivé au laboratoire, on doit voir les recommandations qui concernent le traitement de prélèvement et surtout en hémostase spéciale qui est le sujet de notre présentation. Donc, on va voir donc le traitement de partie par partie. Tout d'abord, la manipulation des échantillons. La manipulation des échantillons selon les sociétés francophones. Et lorsque je dis francophone, c'est surtout les SFH reliés au groupe d'études d'hémostase et thrombose. Donc, qui va mettre le point sur l'importance de respect de proportion
de 1 sur 9 et aussi qui va recommander un délai qui est très court entre le prélèvement et l'acheminement oui, et la réalisation de l'analyse qui est de 4 à 6 heures, surtout pour les bilans très sensibles tels que les bilans de thrombophilie. Notez bien que le groupe d'études d'hémostase et thrombose va proposer aussi des recommandations très détaillées de la manipulation pour éviter l'activation plaquettaire qui va interférer avec les tests. Donc, pour les sociétés anglo-saxonnes, ils vont donc élargir le délai jusqu'à 8 heures. Le CLSI, il va fournir des instructions qui sont très techniques au niveau de prélèvement pour éviter les perturbations mécaniques. Donc, pour le transport et la température des échantillons, donc pour les sociétés francophones, ils vont recommander de conserver les échantillons entre 15 à 25 degrés Celsius pour un transport, bien sûr, rapide et direct au laboratoire pour les tests de facteur 8 et de bilan de thrombophilie. Et aussi, il faut éviter la réfrigération pour les prélèvements différés qui vont être traités dans un délai qui est plus de 24 heures. Donc, pour les sociétés anglo-saxonnes, ils vont donc aborder la température en plusieurs axes. Premier axe, le bilan de thrombophilie doit être conservé entre 18 et 22 degrés, avec des délais inférieurs à 4 heures. Donc, et les échantillons pour le dosage des facteurs de coagulation nécessitent donc des conditions qui sont plus strictes pour éviter bien sûr la fluctuation de température qui pourrait altérer les protéines ces protéines qui sont les facteurs de coagulation. Bien sûr, le CLSI, il va donc au plus loin, il va proposer bien des solutions d'emballage pour éviter les chocs thermiques lors de transport, donc de transport de prélèvement pendant une durée prolongée. Donc, pour le dosage des facteurs de coagulation, les sociétés francophones, ils préconisent une centrifugation rapide, donc pour obtenir un plasma pauvre en plaquettes. Donc, et celui pour le dosage des facteurs de coagulation, surtout pour le facteur 8, qui est un facteur qui est très labile. Bien sûr, il recommande aussi des analyses rapides dans un délai de 2 heures maximum. Et particulièrement, il souligne donc les patients suspects de déficients en facteurs, comme dans les cas de l'hémophile A. Donc, pour les sociétés anglo-saxonnes, ils préconisent aussi une double centrifugation pour obtenir un plasma pauvre en plaquettes, surtout pour les tests pour le facteur 8. Et ils recommandent aussi une manipulation sans interruption jusqu'au test final pour éviter toute erreur de résultat vers la fin. Donc, pour les bilans de thrombophilie, les sociétés francophones, ils vont donc recommander des délais de transport qui ne doivent pas excéder 4 heures, surtout pour les tests de protéines, dosage de protéines CES ou dosage d'activité de protéines CES, qui sont particulièrement sensibles. La Société française d'hématologie va conseiller également d'éviter les anticoagulants oraux avant la réalisation de tests pour éviter de fausser les résultats. Comme vous savez, la prise d'AVK, il va donc fausser une diminution de protéines S et C. Donc, les sociétés anglo-saxonnes, donc, ils vont insister sur l'interprétation contextuelle. Donc, toute interprétation de bilan de thrombophilie, et doit mettre en considération le contexte, surtout lorsqu'on est en train de faire un dosage de résistance à la protéine C activée, ou bien à la recherche de mutation de facteur 5 Leydin. Donc, le CLSI va recommander donc une documentation qui est précise avant toute interprétation de bilan de thrombophilie. Bien sûr, puisque et dans cette situation-là, ils vont se focaliser, le système anglo-saxon, sur l'interprétation beaucoup plus que sur le technique, parce qu'ils considèrent que pendant leurs dernières recommandations, ils vont donc favoriser le traitement des échantillons sans interruption. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas eu de délai entre la réception et le traitement de l'échantillon au niveau des laboratoires. Donc, pour le bilan d'hémophilie, ce sont des bilans qui sont très, très sensibles. Donc, les sociétés francophones, ils vont suggérer la réalisation des tests d'hémophilie avec un délai de centrifugation très minime. Pour éviter l'activation plaquettaire, bien sûr. Donc, un délai au maximum de 2 heures de facteur 8 et de 4 heures pour le facteur 9. Pour les sociétés anglo-saxonnes, l'ISTH et le BSH, ils vont mettre également en garde contre les risques de fausse normalité de facteurs dans les cas d'hémophilie mineure.
Et le CLSI va fournir des directives précises sur le traitement préalable de prélèvement afin de garantir les niveaux de facteurs observés. Bien sûr, on ne peut pas détailler l'ensemble de ces directives parce que on va s'étaler dans le temps, on va pas trop traiter donc tous les points qu'on veut traiter et surtout les points techniques. Donc, avant de finir, donc, mis à part ces recommandations test par test, il est crucial d'avoir un équipement de laboratoire qui est robuste, qui est donc adéquat pour le traitement de ces prélèvements. Et bien sûr, la robustesse de notre équipement, il dépend bien sûr d'un étalonnage, d'une calibration et d'une maintenance qui est entretenue et qui est conforme aux instructions de fabricants. Donc, le CLSI, il va recommander de faire donc aussi des contrôles qualité. Ça entre bien sûr dans le côté réglementaire. On réalise toujours des contrôles qualité internes, de routine qui sont journalières. Et bien sûr, pourquoi pas étaler les contrôles qualité vers des contrôles qualité externes ou bien des évaluations de qualité externe pour avoir donc des résultats qui sont très fiables et se fier donc aux recommandations internationales. Donc, avant de finir, pour conclure, donc les sociétés savantes, quelles que soit francophones ou anglophones, ils reconnaissent l'importance de protocoles précis dans la gestion des échantillons d'hémostat spécial. Leurs recommandations peuvent différer de détails dans le délai des détails et dans les conditions de manipulation. Les sociétés francophones, ils ont une tendance à préconiser le délai le plus restreint pour les analyses, en particulier les bilans de thrombophilie. Par contre, les anglo-saxonnes se concentrent davantage sur les conditions de conservation et le contrôle et la température pour éviter toute fluctuation. Donc, ces différences, ils reflètent les standards et les pratiques spécifiques de chaque région, bien que des normes globales qui convergent vers une harmonisation pour améliorer la fiabilité du diagnostic. Donc, j'ai fini donc ma présentation jusqu'à présent. Merci pour votre attention. Je remercie à nouveau l'Association nationale des techniciens de laboratoire pour cette opportunité. Et merci.